Salut les mecs! Aujourd'hui, nous allons découvrir un véhicule de la nouvelle gamme Apsima grâce à GVP Racing. Avant de vous montrer la bestiole, nous allons parler un peu de cette nouvelle gamme Apsima. Ils nous font, je vais lire ce qu'il y a écrit, même si je ne sais pas super bien lire, le stock, le torche et l'assassin. Différence, buggy, truggy, monster truck. Sur le papier, monster truck, pour nous, fans de loisirs et un peu pinailleux quand même, c'est un muggy. On a donc tout simplement le torche avec des roues plus grandes et une carrosserie de pick-up. La gamme existe en 4 et en 6S. La différence entre les 4 et les 6S sont évidemment le variateur. Sur les 4S, on a le VP8, le VPSC8 de chez Obi-Wan, qui est donc bien connu, qui est vraiment un tank au niveau des variateurs 4S. Sur les 6S, on a le Quick-Run 150, qui est le tank des varios 6S. Les deux évidemment bridés uniquement sur 5 fonctions. On a des cerveaux 9 kg. Ça me semble être limite. Ce sont les pignons Apsima, donc les cerveaux, pardon, les cerveaux Apsima qui ont les pignons en bronze. Ayant déjà roulé le véhicule, je peux vous dire que en fait, il s'en sort très bien. À voir, comme toujours, durer dans le temps de la chose. Niveau des tarifs. Buggy, entre 320-350 euros en 4S, à peu près 100 euros de plus, enfin 80-90 euros de plus en 6S. Truggy, dans les, je crois que j'ai vu 350-360 euros. Et 100 euros de plus donc en 6S, tout comme l'Assassin qui coûte encore 10 euros de plus que le Torche, parce qu'il a des roues un peu plus grandes, même si par contre il a tout le support évidemment de la wheelie bar en moins, mais il a en échange un petit pare-choc avant. Point de vue extérieur, déjà. Est-ce que, parce que j'ai reçu ce véhicule mis à disposition gratuitement de la part de GVP Racing, je vais favoriser quoi que ce soit ici? Bien sûr que non, tout comme on ne descend jamais plus une autre marque, parce que, pour une raison X ou Y. On va laisser ces véhicules dans le contexte dans lequel ils ont été faits, ce sont des engins de pur loisir. C'est destiné à monsieur tout le monde. Il n'y a pas besoin forcément de grandes connaissances techniques. Base mécanique est censée être simple. Le système de fourniture de pièces de rechange aussi, vous allez voir, est un peu différent. Grand avantage de Apsima, c'est la disponibilité des pièces de rechange. C'est une marque allemande. Principalement, jusqu'à présent, ils n'ont fait que rebadger. On n'avait que des engins rebadgés qu'on trouvait d'ailleurs aussi chez T2M, FS Racing, FTX, etc., etc., etc. Là, ils ont acheté les moules, comme ça, c'est à eux. C'est clair, il n'y a que eux, et ils sont tranquilles, s'il y a quoi que ce soit avec les pièces, ils ont les moules, ça leur appartient. Ça, c'est un bon point. Électronique, évidemment, au niveau des barreaux, c'est clair, on est tranquille. Au niveau des cerveaux, ça paraît sur le papier un peu juste. La différence aussi, j'ai oublié de dire, entre les 4 et les 6S, c'est que les 4S ont des moteurs donc 36 par 74 2300 kV, et les 6S des 36 74 2000 kV, ou 2100. Vous savez que je ne suis pas très fan, dans les engins d'un certain poids, de moteurs de petit diamètre comme ça. Néanmoins, vous l'avez vu avec le bon étagement de transmission, ça peut bien se passer quand on ne demande pas trop de puissance. Ça, c'est un peu le bon point pour moi de la chose. Ça paraît ridicule ces moteurs 36-74, mais les engins ne sont pas aussi lourds que des 1/8 purement dit. C'est pas du tout le même style de fabrication. C'est pas le même but. Donc l'un dans l'autre, de n'avoir pas mis de gros moteurs en 40 ou 42-74 sera bénéfique pour la mécanique, tout simplement. 2300 kV quand même, 36-74, ça fait un peu beaucoup. Moi j'aime bien faire plutôt des setups en 1900 kV par là. Mais on verra ce que ça donne sur le terrain. Les radios livrées avec, comme souvent chez Apsima, la bonne vieille CR2 SV2. Avec ces radios là par contre, pas de problème de portée ni quoi que ce soit, on le sait. Et on va parler d'autre chose puisqu'on en est à la radio. Je vous ai parlé l'autre jour de la CR6S. Beaucoup d'entre vous l'ont reconnu évidemment, c'est la radio Dumbo RC. Mais attention, cette radio Dumbo RC est en 6 voix. Ce n'est pas juste la 4 voix standard. 4 voix, on peut l'avoir entre 20 et 25 euros. La 6 voix est entre à peu près 35 euros. Vendue chez Apsima à 55 euros.
Et ce prix-là n'est pas délirant, dans la mesure où vous n'oubliez pas les 20% de TVA. Donc sur une somme pareille, ça fait 10 euros dans la poche du gouvernement. Donc si tu enlèves les 10 euros, déjà on est déjà plus près. Et si tu la commandes sur AliExpress ou Banggood, tu n'as pas de garantie. Enfin, tu as 3 mois, mais je vais renvoyer la radio en Chine si le revendeur chez qui tu t'es fourni n'est pas OK juste pour sur des photos ou sur te dire de t'envoyer une autre machine, tu es obligé de la renvoyer, ce qui va coûter plus cher, ça vaut pas la peine. Alors que là, chez Aptima, on a 2 ans de pleine garantie. Le SAV en France est fait par Guillaume. Lui, il check tout. Et quand on est en train de parler de SAV, je le sais puisque je suis garagiste RC, on reçoit de tout et de rien. On reçoit des gens qui sont honnêtes, qui te disent exactement j'ai fait ça et ça et ça et ça. Exemple simple, j'ai eu un souci sur le variateur ZTW Beast 6S, un capteur que j'avais pris chez Monsieur Vartel, sur le Hot Bodies D8, on avait un problème de bec. J'ai donc emballé le machin, j'ai contacté Vartel, je lui ai dit voilà. J'ai utilisé il est waterproof, mais il a vraiment bien pris la flotte. J'ai peut-être un cerveau aussi qui consomme énormément, puisque mon défaut venait du bec. On avait un gros développement de chaleur au milieu du vari en dessous, au niveau du bec, et on était déjà quasiment 1 an d'utilisation. Vous le savez, j'ai connu ce pas matériel, il a subi des chocs, des machins. J'ai été très clair avec Papa Vartel. Et je n'ai pas demandé de garantie en fait. J'ai dit voilà, juste regarder, jeter un coup d'œil ce que c'est, si c'est garanti, ok, et puis si quoi que ce soit d'autre, on laisse tomber. Et ils m'ont fait tout simplement un avoir du prix du variateur dans la boutique, et ça c'est super génial. Ça c'est le genre de bon exemple. Guillaume fait la même chose, il va décortiquer votre truc, il va checker. Parce que c'est vrai qu'on a des gens qui font tout et n'importe quoi, soit qui ne disent pas sciemment, donc exprès la vérité, il est utilement intelligent, et soit ils ne le font pas exprès parce qu'ils ne savent pas. En tout cas, donc, ça prend un peu de temps de checker toutes ces choses. Je le sais, comme je le répète, puisque je fais énormément de réparations. On tombe toujours sur des choses extrêmes, genre mon vario coupe tout le temps, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Après 50 mails, on découvre qu'il y a une couronne de 20 et un pignon de 50, et que c'était voilà, le setup speedrun, donc tout à fait normal que dans tout terrain ça coince, donc pensez à ça. Donc ça, c'est le genre de choses que j'apprécie chez Aptima. Contrairement à beaucoup d'autres rebadgers, les prix ont une certaine cohérence. Pas toujours, on trouvera toujours de quoi redire de toute façon, mais comme dit, là, on n'est pas beaucoup plus cher, mais on a toute la garantie et le SAV qui suit. Évidemment, on attend ici les réactions de ceux qui ont eu affaire au SAV Aptima, que ce soit en Allemagne ou en France. Comme toujours, si vous êtes content, lâchez-vous. Si vous n'êtes pas content, souvent quand on n'est pas content, on s'énerve un peu plus vite. Modérez quand même les propos. Faites un petit pas en arrière. Mettez ça bien. Parce que souvent, quand tu balances des commentaires, si tu pars en cacahuète, les autres en dessous aussi. Et résultat, le commentaire n'aura servi à rien ou il devra être effacé. Et c'est le cas partout où tu postes, hein, que ce soit sur un forum, sur Facebook ou n'importe quoi. Il y a quelque chose qui peut partir d'une bonne idée, d'un bon principe. Et ça peut être complètement massacré en dessous par tous ceux qui écrivent en dessous. Et ensuite, toutes les personnes impliquées se retrouvent mal rangées, tout simplement. Alors, cette gamme Aptima, déjà un carton simple, où il y a juste un sticker sur le côté pour tout simplement l'écologie. Ils ont laissé tomber les grosses impressions, le papier glacé, tout le tralala. De toute façon, comme je dis toujours, tous ces papiers glacés, cette encre et ces super photos, ce papier ne nous servent à rien. La boîte, chez moi, finit à la poubelle. Je ne fais rien d'autre du carton, sauf si j'ai quelque chose à envoyer à quelqu'un par hasard à ce moment-là. Sinon, elle est partie à la benne. Je suis totalement pour les cartons qui ressemblent à des cartons avec juste le logo dessus, à la limite, et ce qu'il y a dedans. Fin de l'histoire. Et où la machine? Il va encore nous faire poireauter le saligo. Et ouais. Donc au niveau des pièces de rechange, tu reçois, quand tu commandes des bras supérieurs, le lot de 2 avec les axes et la visserie. Axe de 3 mm. Ça me laisse un peu sceptique globalement, je l'ai dit à Guillaume, quand je vois la construction. J'ai très bien reconnu de quelle usine ça sort. Donc ça me laisse un peu sceptique. On va en venir tout à l'heure dessus. Avantage évidemment de la machine, c'est un seul bras peut faire les 4 positions. Triangle inférieur, c'est pareil, tu reçois la paire
plus les axes et la visserie. Alors là, j'ai pas encore le prix à l'heure actuelle, je t'invite à aller jeter un œil sur le net, j'ai pas trouvé tout de suite les pièces de rechange. Les triangles, j'en prends qu'un seul, hein, sont de toute évidence bien costauds. Est-ce qu'ils ne seront pas trop costauds, trop machin, est-ce qu'ils vont péter? La vache que non, je pense pas. Ça me rassure déjà une fois. Encore une fois, par rapport à la construction de base de la machine, que j'ai immédiatement reconnue. Petite anecdote, je vous rappelle une vidéo où une machine a fini dans la poubelle. Support d'aileron, c'est pareil, tu reçois la totale avec les axes, les vis et tout ce qu'il faut. Et les bras inférieurs aussi, pareil, se montent donc sur les 4 positions, tout comme les portes fusées, les portes moyeux, les moyeux, etc. Chaque fusée, appelle ça comme tu veux. Tant que tu te comprends, c'est l'essentiel. Sur cette chaîne, il n'y a absolument pas besoin de savoir ni lire ni écrire pour communiquer avec nous, c'est pas un problème. C'est ouvert à tout le monde. Surtout que lire et écrire n'a rien à voir avec la RC, et ici, on fait de la RC et des conneries. Alors, Apsuma, c'est écrit là-dessus, GmbH, parce que c'est en Allemagne. Personnellement, j'ai jamais eu affaire à eux directement, puisque j'ai jamais été un grand fan comme dit, du matériel rebadgé. Faut tout essayer, c'est comme ça dans la vie. Faut pas s'arrêter sur un truc. Personnellement, je préférais l'ancienne gamme. Premier regard, comme ça, enfin l'ancienne gamme, on en avait un, là, de l'ancienne Torche, qui était vraiment des bases de 1/8 buggy truggy standard, mais ils ne travaillent plus avec ce fabricant. C'est pour ça qu'ils ont fait une nouvelle ligne. Notice simple, noir et blanc, avec les fonctions, les 5 fonctions réglables du variateur. On t'explique comment faire donc avec le bouton ou la carte de programmation si besoin. C'est maintenant un grand classique. L'outillage que tu peux avoir besoin, alors ça c'est toujours un peu le machin marrant chez Apsuma, puisqu'on te parle de ciseaux Alexandre, de pinces coupantes, de choses comme ça, mais à aucun moment on te parle de ce qu'il te faut vraiment, les tournevis. On te parle de petites clés à LED, c'est pas terrible, pas très grave. Les notices qui sont vraiment traduites en français par Guillaume, on n'a pas juste la moitié des notices comme certains fabricants qui te font des notices de 20 pages, alors que la fabrication d'origine en anglais avait 80 pages par exemple. Là, on a vraiment tout. Le dessin, c'est un explosé. Ou éclaté, ça dépend des gens. En anglais, on dit exploded, qui veut dire exploser. En français, on dit éclaté. Ça revient évidemment au même. Vous avez ici donc les pièces qui sont entourées avec la référence qui correspond à l'ensemble. Et c'est là où je voulais arriver. Parce que là, ça veut dire que si tu casses un axe et que tu n'as pas un axe de réserve, tu es obligé de racheter tout le set de triangle. Ne vous en faites pas, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va arriver rapidement pour avoir essayé la machine. Je ne l'ai pas essayé comme le Arma Kraton 6S, ni comme le Coralie 6S, parce que ce n'est pas l'esprit de cette machine. Et il y a quand même eu, évidemment, certains loupés, mais elle s'en est sortie avec brio, je dois le dire. La grosse différence est que la cellule est vissée gauche-droite, comme l'ancien Revo, et vissée au châssis. On ne peut pas accéder rapidement par devant au diff, c'est pas grave, c'est pas une machine complète. Donc pour démonter, tu enlèves tes vis par-dessous, tu enlèves toute ta cellule et tu sépares ta cellule en deux. C'est pas très grave. Au niveau des diffs, on verra quand on les aura en main, parce qu'évidemment, oui, nous allons ouvrir cette machine. Et sinon, dans la notice, rien d'autre de spécial. Évidemment, liste des pièces derrière. Petit truc que je viens de voir sur la notice, au niveau de la visserie, tu as des références sur les vis, tu n'as pas la taille des vis. Ça, je trouve ça un peu dommage, parce que ça veut dire qu'il faut prendre la référence là, il faut aller derrière, trouver la référence pour savoir quelle vis c'est. Ensuite, seulement il y a la mesure d'indiquer, et là tu sors tes outils de mesure et tu poses ta vis à côté pour mesurer, puisque les dessins ne sont absolument pas en taille réelle. C'est un peu dommage. Ces engins par contre sont destinés à un usage vraiment récréatif, détendu, et vous allez voir pourquoi quand je vais vous le poser sur la table. Alors accrochez-vous, j'espère que certains d'entre vous ont les lunettes de soleil. Moi quand je vais à le carton, oh vache, les couleurs ça décoiffe. La version 4S, j'aime beaucoup. Le 6S, il y en a plein qui vont aimer, ça c'est certain. Autant qui vont aimer que qui ne vont pas aimer.
Moi, ça me fait mal aux yeux, personnellement. La couleur, souvenez-vous du fameux jogging des années 80, violet métallisé, avec les paillettes et les machins bizarroïdes. On y est revenu. Voici donc le Apsima Torch 6S. Le Stroke, je me plante pas de nom, c'est le buggy, donc un peu plus court. Forcément, triangle et cardan aussi plus court parce qu'il est moins large, plus léger. Donc c'est clair que le buggy en 4S fonctionnera mieux que le truggy en 4S. Ce que j'ai pas regardé, si est-ce que c'est le buggy qui a le 2300 et le truggy le 2000, ou est-ce que tous les 4S ont le 2003 et tous les 6S le 2000. Tiens, allez s'il vous plaît les mecs voir ça sur le site Apsima. Je le répète, le site GVP Racing va être refait. Il n'a pas eu le temps de s'en occuper parce qu'il s'est fait submerger de travail. Donc ça va être refait. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas aller voir celui. Après, toutes ces infos seront disponibles chez lui. Mais allez voir quand même son site parce qu'il y a quand même plein d'infos dessus, sympa. La forme de la carreau, Mugen MPX 6 par là, 7. Un grand classique. On aime ou on n'aime pas, comme toujours. J'aime pas la forme du museau. Je n'aime pas les couleurs, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. C'est un simple avis, je n'ai jamais dit que la machine est achetée à la poubelle parce que les couleurs ne correspondent pas à ce que j'aime. Carreau, ça se change. À tout moment, on peut mettre là-dessus une carreau incassable, c'est pas un problème. Ben ouais, je viens de placer une petite pub pour ma pomme. Alors, ils ont fait quelque chose qui me plaît par contre cette carreau, c'est que la découpe ne commence que derrière. Souvenez-vous, souvent j'ai dit sur les truggy c'est bizarre, la découpe commence déjà là devant, t'as un gros trou ici jusqu'à l'arrière, alors que la roue est que derrière, donc ça raplatit le véhicule à une cabine roulante en fait. Là ils l'ont tiré plus en arrière. Devant on a deux gros plots de carreau, à l'arrière on n'a qu'un seul mini plot. Alors qu'on a la même tourelle devant que derrière, ça veut dire qu'ils auraient pu mettre les deux mêmes plots ici, et faire la carreau un tout petit peu plus longue, la prolonger un peu là-dessus, et la poser sur les plots arrière. Je trouve que ça aurait été sympa. Parce que le petit plot à l'arrière, là, on est digne du 1/10. Mais c'est pas grave. C'est pas un engin, c'est pas un endroit où il y aura énormément d'efforts dessus. Ce véhicule n'est pas neuf. Hein. Il a déjà été conduit par Guillaume et son fiston. Et par moi. Pourtant, vous pouvez constater, eh ben, il n'est pas abîmé. Parce que tout simplement, on ne s'est quasiment pas renversé. La carrosserie, niveau qualité, et là je suis étonné de la part de Apsima. D'habitude on trouve du truc vraiment pas terrible. Vous savez, je vous l'ai dit, la carrosserie du Chronos est de meilleure qualité que les carrosseries Arma. Et bien ça, c'est encore un cran au-dessus. On a un Lexan bien épais, bien flexible. Généralement les truggy, si tu craques là, tu craques à l'arrière, ça ne lui est pas arrivé. Comme souvent sur ce genre d'engin, alors que là c'est vrai qu'on a le support ici, donc il nous manque. Hein, tu vois, un petit support au milieu pour poser là, pour empêcher l'écrasement de ces carreaux. Tu peux le faire très simplement toi-même avec de la mousse. Alors, je parle de cette mousse parce qu'il y a un abonné qui m'a signalé « Ouais, c'est n'importe quoi, si tu mets de la mousse, tu vas couper le flux d'air, tu vas surchauffer la machine. » Je n'ai jamais dit qu'il fallait remplir l'engin avec ta mousse polyuréthane. Tu vois, bon, ça y est, la voiture est moussée, je peux y aller, elle ne se retournera plus. Détendez-vous. Tu mets ton bout de mousse sur la platine de diff centrale, donc tu te fais un petit carré de 3 par 3, de la hauteur que tu veux, qui va aller buter là-dessous. Évidemment, tu ne prends pas une mousse molle, il faut quand même quelque chose d'assez résistant, un bout de polyester ou n'importe quoi. Tu peux te coller juste à la carreau là et le poser dessus, ça fait merveille. Petite astuce très simple. À bord de l'engin, on y arrive à pas. D'abord en dessous. Châssis alu 3 mm. Qui a été passé à la presse, donc il est percé et formé à la presse. Ces rainures-là augmentent évidemment la rigidité de l'ensemble, qui est, je dois dire, très bonne. Je ne m'attendais pas sur un engin comme ça à avoir un châssis aussi rigide en fait. Il est légèrement recourbé au bord seulement, mais ça augmente évidemment énormément la rigidité. Il est relativement léger pour un 8e, on est plus léger que ses confrères parce qu'il est construit de façon différente un petit peu. Ce qui permet aussi l'utilisation de ces petits moteurs. Je ne comprends personnellement pas pourquoi aussi large. Vu qu'on n'a que le bac à batterie ici gauche-droite, on aurait pu faire un châssis moins large et laisser donc le bac à batterie, tout simplement le composite de la bac à batterie, faire le côté caisse et le bac en même temps,
Peut-être tout simplement pour des questions de sécurité. C'est destiné aux jeunes et aux débutants. On est tranquille avec les batteries, elles sont bien à l'abri, ça ne risque rien. Triangulation, donc 4 coins les mêmes. Relativement rigide, mais on a un peu de flex quand même. Les biellettes de liaison sont les mêmes que sur l'engin qui a fini dans la poubelle. C'était pas du tout un point faible de la machine, donc je suis content de les retrouver là. C'est tout simplement de la ferraille de 5 mm qui est bien solide, tout comme les cardans. Pneumatique. Taille basse, mousse pas spéciale. Gros avantage, ça glisse. Même dans l'herbe, vous allez voir l'essai, la machine glisse à souhait dans tous les sens, ce qui empêche donc de se renverser. Du plus, du fait qu'il est très large, ça empêche encore plus de se renverser. Et la troisième chose, mais ça c'est pour moi personnellement un petit peu négatif, c'est le débattement de suspension. On a ici un truggy qui ne peut pas monter plus qu'un buggy. On est à fond, on ne peut pas monter les suspensions plus haut. On est vraiment très bas du sol. Sans les batteries, ça se comporte bien. Vous le verrez à l'essai quand tu roules, quand tu as les batteries dedans, c'est tellement lourd qu'il n'a plus de suspension. Pourtant, le tarage avait déjà été monté. J'ai monté le tarage relativement fort à l'arrière parce que je traînais vraiment au bout de quelques minutes dans l'essai. J'ai le châssis qui était tout le temps par terre. On est posé par terre, il ne se lève qu'avec l'effort de la motricité ou de l'accélération du freinage. Il est tout le temps en train de freiner et de frotter par terre. Évidemment, ça le rend extrêmement stable et c'est un engin destiné à ça. Tu as la prairie, une place en sable, du gravier, du machin, du tout terrain léger. Évidemment, il passe quand même bien à certains endroits parce qu'il est quand même relativement long, c'est pas le souci. Mais il va accrocher forcément plus vite, c'est pas un gros tout-terrain, et on a quand même bien moins que sur un truggy ou muggy standard en 1.8. Là c'est du truggy. Maintenant évidemment celui-là il a les roues beaucoup plus grosses, mais pour que vous ayez une petite idée de la différence de construction entre ce que j'appelle ici du vrai 1.8 et ici quelque chose qui s'en approche, ou une autre façon de voir. Tu vois, on a un débattement de suspension beaucoup plus grand, une garde au sol beaucoup plus élevée. Tu vois, ouais, tu enlèves 20 cm à cause des roues, c'est pas la mort. Et à Coralie, ils ont le kiki dur parce que je suis en train de les comparer et que je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Hein, petite quenelle au passage, obligé. Obligé, les mecs, détendez-vous, faut de l'humour. Si vous n'avez pas d'humour, faut pas faire du RC loisir. Hein. Alors, voilà. Tu vois, on a le même gabarit, mais fait complètement autrement. On va les essuyer de côté en attendant. Le variateur est équivalent à celui-ci. Là, on a un Quick Run 150. Là, c'est un max. Avantage, évidemment, toutes les fonctions programmables. Ici, que 5. Pas besoin de plus. C'est du loisir. T'as pas besoin de changer ton avance, ton point de neutre. Marche avant, si c'est inversé, tu inverses 2 fils. Ce qui est important pour nous, c'est la coupure. Encore, je serais assez pour que ces varios soient d'office bloqués à un minimum de 3,4 volts. Après, certains aiment bien monter plus encore. C'est vrai qu'en été, quand tu es très chaud, ça peut être bien de monter à 3,6. Ben, ouais, au Biming, je crois que c'est en fond à 3,4, s'il me semble. Par contre, descendre à 3 volts ou à 2,8, non. Ça peut être utile en compétition parce qu'il faut tirer la dernière goutte de la lipo et que tu roules que 10 minutes et que tu t'en fiches. Donc il faut tout donner, il faut tout avoir, il faut avoir toute la limite de jus. En loisir, par contre, c'est bien plus sympa de s'arrêter avant de cuire ses lipos. Comme je l'ai dit, pour un truggy de cette taille-là, on est relativement léger de par sa construction. On a une transmission quand même typique 1/8, des axes de 3 mm dans les noix, des axes de 45 qui sont dans une ferraille relativement dure, ça va bien. Le gros point négatif pour moi déjà rien que sur les photos à voir, c'est la suspension tout simplement. Sur les 4S tu as en plastique, là ce sont les mêmes en alu, donc qu'est-ce qui change? C'est uniquement le corps et le capuchon entre le 4 et le 6, le moteur, donc il y a moins de kV entre le 4 et le 6 et le plus petit variateur. Suspension qui a un très faible débattement et est arrivé ici ce que je craignais, c'est qu'on est resté exactement sur la même construction que ça s'appelait le BSD je sais plus quoi, Monster Truck, rebadgé chez Apsima le je sais pas quoi, et chez T2M le Pirate Grislip, chez Red 4 Racing c'était le Terramoto je sais pas quoi. Au moins 6 constructions qui ont fait cette machine, et on a ici le même souci. Avec
un avantage certain quand même, attention, les triangles ont subi une très nette évolution, que ce soit les supérieurs ou les inférieurs. Sur le Grizzly, c'était tellement mou, c'était du chewing-gum, on arrivait à faire toucher le cardan sur la suspension, le bras sur la suspette, en fait, arrivait à tout tordre. Et tout ça, évidemment, finissait à taper dans le diff, on avait même à tordre le châssis, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Quand tu arrives à la moitié de la hauteur de débattement de suspension, et on le voit déjà ici, regarde, parce qu'il a déjà servi, sur les cardans, tu as une trace ici au bord des noix. Tu as ton arbre principal de cardan qui touche le bord de la noix. Et il nous reste 1,5 cm de débattement de suspension. Qu'est-ce qui se passe après? La même chose que sur le véhicule précédemment nommé. Ton cardan pousse ta noix de cardan vers le haut de 3 à 4 mm facilement. Sans encore avoir de torsion, de flex quand tu atterris sur une seule roue, un peu de travers où tu as beaucoup d'efforts dessus. Donc, deux problèmes vont se poser. Un, soit c'est le roulement qui va dézinguer le logement ici. On va avoir donc un énorme jeu entre le logement et le roulement. Et la couronne principale et le pignon d'attaque vont avoir un jeu faussé. D'un sens, ça va presser dessus, ça va le broyer. De l'autre sens, ça va augmenter le jeu, ça va sauter. Et le pire des cas, ce que je n'espère pas, pour l'instant j'ai fait qu'un essai, on est confiné, on est coincé, voilà. J'ai pas fait des sauts monstrueux non plus, puisque c'est pas un engin fait pour les sauts, j'en ai fait quand même pour vous montrer que ça peut quand même tenir, mais les rampes que j'ai ne sont définitivement pas l'idéal pour ce genre d'engin. Je vais donc essayer les transferts. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé avec certains transferts. J'en ai fait un monumental. Donc, il est possible, et je ne l'espère pas, c'est ce qui est arrivé sur le T2M Grizzly et tous ses compagnons, c'est que la noix travaille dans le corps de diff. Une fois de plus, je vais me servir du matériel qui est derrière moi. Bouge pas. Voilà. Ceci est donc la noix de diff qui rentre d'un côté dans la couronne, de l'autre on est dans le corps de diff. Chez beaucoup de marques, le corps de diff a un insert métallique, chez certains c'est que du plastique. De l'autre côté c'est généralement aussi du métal, mais il arrive aussi que ce soit plastique des deux côtés et qu'il n'y ait qu'une couronne vissée dessus. C'est le pire des cas. Donc quand cette noix travaille ici, elle va commencer à bouger là-dedans. Donc elle peut soit endommager la partie extérieure du diff, ça arrive sur HPI Savage et Seine Colossus, sur les gros chocs. La noix peut casser le puits ici de sortie de diff, et tu te retrouves avec toute cette pièce avec le roulement qui tombe à côté, qui est fixé là-dessus et plus là-dedans. Ou tu broies et tu mates complètement ici cette pièce, et tu as l'huile qui sort parce que tu as un jeu énorme entre ces pièces. Et le souci de l'autre côté, c'est qu'en bougeant comme ça, ici il y a le planétaire qui est mis dessus. Le planétaire c'est le plus grand des deux pignons, enfin des 6 pignons en général, enfin on va pas dire 6, ça dit. On va partir sur un différentiel standard qui a 4 satellites. Donc si tu as 2 satellites, c'est le plus grand des 4. Si tu en as 4, c'est le plus grand des 6. Et si tu en as 6 satellites, c'est le plus grand des 8 pignons. C'est les deux plus grands des 8 pignons. Les deux pignons, donc les planétaires, qui sont fixés aux noix ici, entraînés ensemble. Donc ils vont bouger pareil et ils vont aller te broyer les satellites. Donc là, tu peux en avoir 2, 4 ou 6, même 3. Il y avait des diffs qui en avaient 3. Après, il y a tout et n'importe quoi qui est possible, imagine évidemment. Donc tout ça va se broyer et tu vas détruire tes diffs. Ça, c'est pour moi la grosse bête noire que je vois après avoir dans le temps. Ça ne m'est pas arrivé, déjà c'est rassurant que vous allez voir ce que j'ai fait avec la machine. Il y a Guillaume, il est chez lui, il est en train de transpirer, il se dit mais qu'est-ce qu'il m'a fait de mon Optima? Je veux le récupérer, renvoie-le moi s'il te plaît, Mani. Et il y a madame qui se poile en regardant son mari transpirer. Et le petit qui est derrière, ouais Mani, montre-nous les images. Alors, ça c'est la grosse bête noire, la deuxième bête noire, donc pas la bête noire, mais ce que je trouve, je suis vraiment pas fan, c'est donc ce débattement de suspension faible pour un engin de cette taille. Même si, je le répète, le fait de ne pas monter aussi haut, il gagne en stabilité, parce qu'il va rester plus bas du sol, il va drifter plus en fait. Hein. Donc les amortos, surtout au niveau des tiges ici, n'inspirent pas trop confiance pourtant, et sont restées droites. Là pareil, vous allez voir, j'ai tapé plusieurs fois sur les roues côté avant. J'étais certain d'aller plier ces suspensions, et ça n'est pas arrivé. Au niveau des suspensions aussi, il y a quelque chose de très important à savoir. Là-dedans, il y a des joints toriques.
Si la tige est endommagée, rayée ou quoi que ce soit, tu peux créer une fuite d'huile, tu peux déjà rentrer de la saleté dans l'amorto et tu peux sortir de l'huile de l'amorto. Au niveau compétiteur, c'est un problème, c'est une catastrophe. Donc généralement quand ta tige est tordue, tu sors ta tige, tu changes tes pièces. Si la tige est trop tordue, beaucoup même changent l'amorto complet parce qu'en sortant la tige, ils vont abîmer l'embase ou quoi que ce soit. Et nous en loisir, et ça c'est un point très important, j'y tiens, pourquoi j'en parle ici, parce que justement Guillaume m'a dit voilà, moi je viens du monde de la compète, toi tu viens du monde du loisir récréatif, on va essayer de se comprendre. Donc nous, les pilotes de loisirs, on est sur le circuit, on est sur le terrain, on banane cette tige, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter à l'aide de pinces, de cailloux, de n'importe quoi qu'on va trouver, on va y redresser cette tige jusqu'à ce que l'amorto fonctionne. Il ne fonctionnera pas parfaitement, c'est sûr, mais il va refonctionner. Un certain temps du moins. Évidemment, si c'est un amorto à court alu, le piston va se bouffer un peu sur l'alu. La tige à force va user les petits puits ici qui sont bas avec les joints toriques. On va rentrer un peu de sable, on va sortir un peu d'huile. Mais on va rouler l'année comme ça en fait. On va rouler toute une année avant que tout soit déglingué. Puisque le risque de fuite, comme on est quand même sur quelque chose qui travaille longitudinalement dans un joint minime. C'est pas comme un joint Torix sur un arbre rotatif. Là, si tu as une rayure, toute l'huile qui est dedans se précipite dans cette rayure et se projette à l'extérieur de ton joint inspi. Alors que là, on est en mouvement constant comme ça, on a des huiles qui ne sont pas forcément super fluides, c'est pas des amortos à gaz non plus. Et surtout, ce que beaucoup de professionnels négligent et ne comprennent pas chez les pilotes de loisirs qui font n'importe quoi avec les machines, il n'y a personne dans ces engins. Ne confondez pas ça avec un bus scolaire rempli d'enfants. Là, c'est sûr, je suis mécano, quand on me fait travailler sur un bus scolaire, il n'y a pas la moindre erreur ou doute possible ou bricolage possible. Là, c'est de la RC. Il nous arrive de finir avec des reels en de la colle, des ficelles. On a déjà coupé un bout de barbelé parce qu'on n'avait plus de risant pour refixer un truc et on a réussi à sauver notre journée de bâche tout simplement parce que t'es pas forcément toujours à la maison. Et au lieu que le véhicule soit en panne, tu finis ta journée. Coûte que coûte, ça doit finir. C'est comme une assistance de rallye. Là aussi, il y a plein de mécanos qui travaillent, qui ont fait de l'assistance de rallye, qui savent de quoi je parle. Ça peut finir avec du coca et de la sciure dans l'embrayage pourvu qu'on finisse la course. C'est, tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut pas. Et comme on est encore sur la suspension, même chose que sur donc les engins nommés précédemment, on a ce flex ici très inquiétant. C'est bien quand une pièce est flexible, c'est un problème quand elle l'est trop, et c'est un peu le cas ici. Ça veut dire que si tu durcis ta suspension, l'effet, tu n'en profiteras pas à fond, puisque c'est cette pièce qui va se déformer à gogo. En cas de retournement, elle va tellement se déformer que tes amortos vont buter quelque part où il ne faut pas, et tu vas les endommager à ce niveau-là. On a aussi les cales supérieures, tu vois, où l'amorto se balade librement, c'est-à-dire que derrière il a une petite butée, devant non, il frotte donc la sortie en plastique. Pas très grave, mais regarde, là on a le clips du maintien de la tourelle qui est en place. Si je recule ma suspension, ça me pousse le clips dehors. Tu vois, regarde. Hein, pas très grave, tu coupes le bout du clips si tu veux pas que ça frottouille. C'est pas la mort. Pourtant, ça, c'est un engin, tu vois, c'est un constructeur professionnel, c'est professionnel, sorti par des professionnels, et vendu à des amateurs. Et les amateurs ont vu quand même ce qui se passe. Est-ce que ça dérange? Comme dit non, en fait, ça roule, c'est pas un problème. Devant, pour rigidifier le châssis, on a une platine en aluminium pour relier les plots de direction à la cellule avant. C'est pas de la lutte super qualité, mais ça fait le taf. Et on a vraiment, il faut le dire, un faible flex à l'avant là-dessus. Il y a des machines beaucoup plus chères qui ont ici un gros truc en plastique fragile. Petite viellette en alu qui rejoint sur la platine principale du support de diff supérieur, enfin le cache, puisqu'ils en ont fait un petit carter, c'est bien. À l'arrière, on n'a pas d'alu, on a une barre en plastique qui va tout droit devant jusqu'à derrière, mais qui a une grosse portée. Ici, on porte quand même sur 1 cm, ici aussi. Et c'est pareil, ça fonctionne. On a un petit peu de jeu, parce que c'est vissé ici de ce sens et là de ce sens, mais ne dérange absolument pas. Pas de problème.
Les noix de cardan, Guillaume a déjà roulé un paquet de fois avec, de toute évidence, ça se voit. Moi, j'ai fait le cochon 6S et là, on arrive à l'autonomie, justement, ce que je vous disais. Donc, moteur 36 mm, consomme pas des masses. Engin pas trop lourd, c'est cool. J'ai utilisé des 3S5000 que j'ai reçus avec la machine, qui viennent de chez Apsima aussi, qui me paraissent tout à fait convenables, je dois dire en 45C. Ce ne sont pas des batteries que je mettrais dans un engin qui a une forte demande de puissance ou autre, ou qui est complètement mal étagé, mais dans cet engin-là, avec ce petit moteur et l'étagement-là, parce que ça, c'est le point fort de la machine, c'est là où moi je voyais un peu, tu vois, pas terrible. Hein. Je dis, oula, petit moteur de 36 là-dedans, comme ils ont l'habitude de faire les constructeurs, surtout que sur le carton, c'est écrit 110. Ça, pour moi, c'est une pub qui est dessus pour vendre, c'est une pub qui est... moi, je l'enlèverais, honnêtement, si j'étais vous, chez Apsima. Parce que ça va ramener des problèmes, c'est certain. Ils sont livrés avec un petit pignon et un plus gros avec, pour faire un speedrun qui t'emmène à 110. Le pignon qui est monté là-dessus est beaucoup plus petit, la couronne est relativement grande, donc on a une bonne démultiplication. Ça me rassure déjà, ça m'a rassuré quand j'ai ouvert le carton pour checker, enfin pour jeter un œil à la machine. Et pendant l'essai aussi. Ça s'est avéré être vraiment bien. Cette machine sur la ligne droite, vue de nez, petit 70, peut-être 75 en 6S. Donc gérable, c'est pas une foudre de guerre, on n'a pas une puissance phénoménale. Évidemment, c'était brutal sur la gâchette, tu seras quand même brutal avec la machine. Mais on sent quand même évidemment que c'est pas un moteur de 40 ou 42 74. Et ça lui va très bien. Laissez tomber le gros pignon, ne le montez même pas, laissez la machine comme elle est d'origine, vous allez vraiment... ça va vous suffire pour vous faire plaisir, c'est certain. On a fait donc 35 minutes, je crois, d'essai. Je ne me trompe pas, 30-35 minutes. Je suis resté quand même un peu sceptique sur certains points, un peu mitigé sur la position de la machine sur le marché pour l'instant. Elle vient de sortir, donc niveau tarot, ça c'est ce qu'on a commencé à discuter au début de la vidéo, on va revenir à la suite après, dans son segment. On est sur celui-là, donc le 6S à 450-480 euros, plus ou moins, 20-30 euros près, les prix fluctuent, les machins, les bidules, d'un site à l'autre, ça change. Voilà, on parle voilà, hors promotion. Le buggy est à, donc en 320-330 euros en 4S, à 380 euros, ouais si, je crois qu'à 390-400 euros, c'était plus de ça, je dis des bêtises. 90 euros de plus que 320, ça nous ramène à 410 euros, je l'ai vu, voilà le buggy. 6S. Et dans la gamme de prix du buggy, on a deux gros problèmes pour Apsima. On a le Hobao Hyper VS 4S, qui par contre marche moins bien. Ça, faut le dire. Le 4S sorti du carton, il nous aligne à 55, alors que le petit Apsima, lui, est capable de faire un petit 70. Il est plus léger, il a un peu plus de KV, et ça le fait sans problème. Comme il est plus léger aussi, même si on n'a pas la solidité d'un Hobao, je dois dire que, comme il est plus léger, l'un dans l'autre, ça devrait être équivalent. On a par contre le deuxième ennemi colossal et de taille, et là, Apsima a encore un autre avantage par rapport à celui-ci, il est aussi rapide, c'est un tank comparé à Apsima, ça c'est certain. C'est le T-Magic B8 ER 4S. Avantage d'Apsima, la disponibilité des pièces et le prix des pièces de rechange. Le T-Magic a des vis de 3,5, ça se trouve pas partout, même si la plupart en plastique peuvent être remplacés par du 4, tu peux pas quand même tout avoir. Les pièces sont relativement chères. Mais le B8ER, c'est un engin qu'on peut vraiment mener sur la piste complète. Il y a tous les réglages nécessaires et possibles, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Le B8ER, tu le mets sur la piste. Sorti du carton, ils ont un pignon trop gras. Ça chauffe, ça consomme, mais eux ils l'ont pensé piste. Tu le poses sur la piste, tu mets un coup de gaz, t'es parti, tu fais ton truc. Ce qui n'est pas le cas du Apsima. Ensuite, évidemment, tu as le look, hein, t'aimes ou t'aimes pas. Le truggy, la carreau, comme dit, niveau forme, ouais, relativement standard. Les couleurs du 6S, les couleurs du 4S par contre sont cool. Le buggy par contre, la carreau, je ne suis pas fan de la carreau, rien à faire. Hein, mais ça, c'est les goûts de chacun. Et en truggy, ou soit le truggy ou le monster, hein, parce qu'on sera sur la même base. On a le pare-choc avant, on a juste des roues plus grandes, donc on gagne allez, 5 mm à 1 cm de garde au sol avec les grosses roues de monster. Je pense par contre aussi sur le monster, je ne suis pas penché dessus. Guillaume pourra nous dire ça. Est-ce que l'étagement de transmission, vu que les roues sont plus grandes et plus lourdes sur le monster, ont été adaptés
ou est-ce qu'ils sont partis sur la même chose? Parce que là, comme il était sorti du carton 6S, moi, avec les perfs, j'étais content. En 6S, une bonne demi-heure de roulage dans le jardin, où on a fait avec des machines équivalentes, avec des vitesses équivalentes, forcément 5-10 minutes de moins, parce qu'elles sont plus grosses, plus lourdes, et qu'elles nécessitent donc plus de courant. Ça sera totalement différent, évidemment, si vous allez dans une prairie. Si vous allez dans une prairie, là je ne peux pas le faire parce qu'on est confiné, c'est l'endroit de rêve pour cette machine. Vous allez dans une prairie, comme on est au Super U ou ici au Jardiland, ou un terrain de jeu, vous éclatez. Par contre, c'est vrai que c'est grand sur un terrain de foot, tu vas gazer plus, tu vas tirer plus dessus, tu vas chauffer plus, parce qu'à l'issue, à la fin de l'essai, on n'avait pas vraiment chaud dehors, le moteur était déjà bien chaud, donc faites gaffe à ça en été, ces petits machins vont chauffer à mort. Si vous comparez avec un gros Truggy 1/8 à côté, comme justement son concurrent principal, parce que Team Magic ne fait pas de Truggy, c'est le Hobao Hyper SST. En 4S, tu le trouves un peu plus cher que la version 4S Aftima, et fonctionnera moins bien. Parce que le buggy, pareil, même sentence que pour le buggy, le moteur Hobao est vraiment pas terrible. Enfin, le RTR, il fait son taf, mais c'est comme ça. Tu prends un 2000 kV normal, Léopard ou autre chose, ou Obewing, et ça marche mieux. Pourquoi on ne sait pas, parce que c'est un moteur de la même taille, du même nombre de kV, mais sa consommation est plus grande. En fait, il a un rendement moins bon, donc il a moins de puissance et plus de consommation. Mais en 6S, on est ici à 450-460 euros, et à 460-480 euros, tu as le Hobao Hyper SST, qui a donc un débattement beaucoup plus grand, comme l'autre animal que j'ai posé à côté tout à l'heure. Des amortos considérablement plus grands, de meilleure qualité. On a une transmission sèche Hobao qui est de très bonne qualité. On n'a pas de souci avec les angles de train, les noix qui tapent ou quoi que ce soit. Encore une fois, Apsima joue sur un fait très simple, c'est la disponibilité de ces pièces et le fait qu'il te donne des petits kits comme ça. Et je pense que les connaissants, ces petits kits, donc tu auras le triangle de 2 et le machin, sera, mon avis, pas plus cher que la concurrence, enfin, sera au moins un tout petit peu moins cher que la concurrence. Et en plus, comme tu peux l'utiliser partout, c'est relativement simple. L'activité méca, on va y venir dans une autre vidéo. On n'a pas parlé de la roulette. La roulette, fixée librement ici à l'arrière, juste sur un axe, donc elle bouge un petit peu, ça va taper dedans, ça va mater dans le plastique, mais elle fait le boulot. Elle est discrète, ça se pose tranquillement dessus, tu peux rester tranquille sur 2 roues. Les pneus, comme c'est des tailles basses, avec un caoutchouc relativement épais, ne ballonnent pas. Ils ne sont pas mauvais, ils sont pas bons non plus. C'est pas des pneus pour chercher du grip, c'est ce qui sauve aussi la transmission de la machine, et c'est ce que font beaucoup de constructeurs RTR, c'est qu'ils te mettent des pneus qui n'ont pas trop de grip. Ça permet plusieurs choses. D'abord, comme tu glisses, tu te casses moins la figure, et comme tu glisses aussi, tu forces moins sur la transmission, que ce soit accélération, freinage. Ça, c'est certain. Et l'autre chose, c'est que ces roues sont très légères. Les jantes me paraissent dures. Je veux dire, mettre 6S et rouler plus que ce que ça fait sorti du carton, je ne sais pas s'ils vont vraiment résister longtemps. Il n'y aura qu'une chose à faire à ce moment-là, c'est faire un petit trou dans le pneu, avec une fraise ou quelque chose. Ils sont légers. On n'a pas grand-chose dessus en matériel. Bon, on a quand même du flex. C'est une fausse impression de rigidité, regarde. Tu vois? Et c'est exactement pour ça aussi que je rigole toujours avec les possédés du jeu. Hein, Pierre-Yves? Regarde, Pierre-Yves. Regarde ce qui se passe avec la jante. Donc à quoi ça va te servir de régler tous tes jeux à gogo? Pas à grand chose. Pierre-Yves et moi, c'est un truc génial. C'est un grand fan de Hobbytech et on s'entend super bien parce qu'on sait communiquer. Malgré que je ne sais ni lire, ni écrire et encore moins compter. Ce qui me dispense d'ailleurs d'utiliser et de lire toutes les notices. C'est génial parce que malgré ça, je sais comment fonctionne la machine. C'est génial. Alors, tous ceux qui en ont déjà ou qui ont envie d'en acheter, comme toujours, je veux savoir tout ce que vous en pensez, tout ce qui vous est arrivé. Si vous n'avez pas envie d'en acheter, pourquoi? Bien sûr, là, c'est Patapouf qui va venir se la ranger tout de suite. Ouais, ce que si, parce que ça. Et il a raison. Il a raison. Et
c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est une chaîne de partage, ce que Guillaume a très bien compris en le découvrant. C'est qu'il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour les pros, il y a la place pour les amateurs, il y a la place pour les gorés. Juste pas les gens qui s'insultent et qui s'énervent. Enfin, tu as le droit de t'énerver, mais après, il faut réussir à faire comprendre à l'autre. En fait, ce que je vous demande ici sur cette chaîne, c'est juste de l'ouverture d'esprit. Faites pas des bons quand vous voyez quelqu'un avec une tige d'amorto dans une pince, parce que vous ne savez pas toute l'histoire. Faites pas des bons parce qu'on dit, voilà, ouais, moi je trouve cette machine nulle, parce que voilà, c'est peut-être le ressenti qu'on a avec, on ne sait pas l'exprimer mieux que ça parce qu'on n'est pas plus malin, donc on dit que c'est nul. Toi, tu as la même machine, tu vas l'adorer, mais ne t'énerve pas. Écris-le dans le commentaire. Tu écris, voilà, moi j'ai ce véhicule, je suis très content avec. Comme l'a fait Pierre-Yves à propos de Hobbytech, comme on fait plein d'autres, comme on a un abonné qui roule en Coralie, qui est super content avec sa Coralie, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, voilà, qui seront contents avec ces machines, tout comme j'espère qu'il y en a tout plein qui seront contents avec ceci. Donc, je le répète, je veux là-dessous les commentaires sur cette machine, enfin la gamme Apsima globalement, ce que vous en pensez de cette nouvelle gamme. Le ressenti que vous avez, que ce soit sur photo parce que vous ne l'avez pas pu l'avoir en main, moi je peux en parler parce que je l'ai eu en main, je l'ai roulé par contre qu'un pack, je ne peux pas parler en durée de vie. Cette histoire de noix et de cardan, ça me laisse vraiment perplexe, tout comme ces tout réflexe et ce petit débattement. À l'essai, ça s'est très bien passé. On a fait des choses, on a vraiment, ouais, j'ai fait du petit slide qui a tordu 3 quarts d'une autre machine, n'a pas coûté les cardans de cette machine-là. Parce qu'elle est plus légère, il y a moins de puissance à bord, on a moins de grippe sur les roues, tout simplement. Voilà. Et je dis aussi dans la vidéo de l'essai, pour moi, dans cette gamme-là d'engins, vu les tarifs, la gamme la plus intéressante me semble être les 4S. Les 4S, parce que bon, déjà ton baril est plus petit, plus léger, tu as un moteur avec plus de kV, donc en 4S, tu arriveras à avoir des performances quasiment identiques au 6, pas identiques, tu auras moins de puissance, tu auras moins de vitesse finale, mais une consommation un peu plus grosse. Comme tu utilises plus de kV, moins de S dans une machine qui va à peu près à la même performance, plus de chauffe aussi. Néanmoins, c'est le tarot. C'est le tarot, vraiment 320-350 € la gamme 4S. On est sur du budget, on est moins cher que du Arma 4S par exemple. On a quand même une taille supérieure, c'est sûr que l'Arma 4S, tu vas faire le cochon, tu vas faire plus, mais tout le monde ne veut pas faire ça. Il y a des gens qui prennent la RC, qui vont dans un pré, qui font leur petit 8, leur zigzag, leur machin, petite ligne droite, des virages propres. Et je dois dire que c'est comme ça aussi que beaucoup de constructeurs s'imaginent la chose quand ils vendent des véhicules. Ils ont l'espoir que les utilisateurs prennent le véhicule, roulent tranquillement, s'arrêtent quasiment, prennent le virage tout tranquille, surtout pas le renverser, abîmer leur belle carrosserie. Et tout ça. Ensuite, au bout de 10-15 minutes, s'arrête, rentre nettoyer le véhicule, le pose dans un coin, ce qui est contre-productif. C'est bien pour l'amoureux du véhicule, mais s'il casse rien, il n'achète pas de pièces. S'il n'achète pas de pièces, ta boîte professionnelle ne fonctionne pas. Donc, il y a un plus grand intérêt pour moi, je trouve, de faire des véhicules relativement solides, que l'utilisateur va se faire plaisir avec, il va les déglinguer quand même. Certains vont râler, certains vont exagérer, la plupart des autres vont simplement acheter les pièces. Et ça, c'est 95% des gens. M'arrive de flinguer des cerveaux, des trucs, des bidules, j'en vois pas en garantie. J'en vois pas en garantie parce que je sais que j'ai fait le cochon avec. Il y a toujours qui envoie systématiquement en garantie quand même. Mais genre, quand tu as un impact sur le cerveau, ça se voit que tu as fait le cochon avec quand même. Tu vois ce que je veux dire. De toute façon, on pourrait discuter des heures et des heures et des heures de toutes ces choses-là. L'essentiel, c'est que ça soit dans la bonne humeur. La bonne ambiance, la bonne humeur, c'est ce qui rend une chose crédible. Quand ça part en sucette avec des gros mots, c'est plus crédible. Et les acteurs impliqués se font plomber, en général. Est-ce que vous allez voir d'autres vidéos de roulage? Ça, je ne sais pas. Je vais voir avec GVP combien de temps ils veulent me laisser cette machine, ou ils peuvent me laisser cette machine, parce que je ne suis pas le seul. Hein, il faut qu'elle tourne, la petite. Hein, pour faire des essais aux différents endroits, puisque tout le monde mérite de l'essayer. Il n'y a pas que moi qui, j'espère, la chance de pouvoir profiter de la confiance de Guillaume. Profiter dans le bon sens, pas abuser les mecs, tout de suite. Ah, allez, bravo. Ouais, ok, j'arrête de jouer avec mon chiffon, j'arrête de la nettoyer, mais c'est parce que je veux lui renvoyer propre.
Bah, c'est ballot, c'est vrai que j'ai nettoyé. Si je retourne faire le goré avec, il va falloir que je la renettoie. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que je suis déçu de cette machine? C'est la question que beaucoup vont se poser. Non, puisque cette machine ne m'a rien promis d'extraordinaire, ni au niveau publicité, ni au niveau de la façon de la vendre, ni au niveau de l'amener ici. Alors, on m'a pas vendu du rêve. On m'a pas vendu du rêve, donc c'est pas devenu un cauchemar. Très simplement, utilisé quand même brutalement pour ce type de construction, je dois dire clairement que son prédécesseur dans cette gamme de systèmes de construction n'aurait pas survécu à ça. Euh, Est-ce que c'est aussi solide qu'un SST, qu'un Coralie, qu'un Arma? Non, ça c'est sûr. Encore au niveau des triangles, ça reste à voir, mais je parle de la chose globale. Si tu fais le cochon comme on fait avec les grosses machines, aux grandes dames des constructeurs qui s'arrachent les cheveux, enfin certains constructeurs qui s'arrachent les cheveux, euh, tu vas évidemment tailler un short à cette voiture. Après, reste à voir si effectivement les pièces sont vraiment pas chères. Est-ce que c'est mieux de prendre ça et d'envoyer valdéguer ça et de réparer ça régulièrement avec des pièces pas chères, ou d'avoir les autres? Mais ça dépend de chacun. Je dirais que ça, c'est un engin pas pour un grand utilisateur. C'est pas le type d'engin pour un gars comme moi qui sort faire 20-40 packs en un seul week-end ou qui roule tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, non. C'est pas le genre d'engin pour des gars pareil qui sont lancés dans skatepark, saut à gogo, freestyle. En freestyle et en saut, on casse énormément. Beaucoup de gens nous critiquent. D'un autre côté, si on s'entraîne pas, on n'arrive à rien. Metavi, que champion du monde de motocross, n'a pas réussi du premier coup son double back front flip vrillé, turbiné, machin, sans se casser la gueule un paquet de fois, et un paquet de fois, et un paquet de fois. Et là, c'est pareil. Tu veux faire des figures, tu t'entraînes, tu casses. Tu ne peux pas en vouloir au constructeur, évidemment, quand tu t'es planté et que tu as cassé sur des figures. Là où souvent on fait des retours au constructeur, c'est quand on remarque des usures anormales. À ce sujet-là, tiens, en parlant d'usure, là-dessus, pignon couronne. Là, le pignon s'est usé très vite. La question est-ce que c'est à cause du sable et de la caillasse, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé dedans, ou c'est vraiment le pignon qui est un peu fragile? Ça, on va voir avec les autres utilisateurs, ou Guillaume, peut-être au SAV, qui va pouvoir nous dire ça. Effectivement, on a constaté qu'on a un souci de pignon, ou non, c'est le seul, t'as pas de bol, c'est encore sur toi que ça tombe. Parce que je peux parfaitement admettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc nous, on a envie de communiquer aux constructeurs ce qu'on aimerait. À aucun moment on dit ça doit. On aimerait sur certains véhicules des noix un peu plus solides. On ne parle pas de 10 fois plus solides, hein. Peut-être 25%, 30%. On ne demande pas à faire 1000 packs avec un véhicule sans rien changer, il ne faut pas exagérer non plus. Mais deux, trois petites choses, tu vois, il y a des choses qui font rapidement, qui sont en cours. On est très évidemment conscient de la lourdeur de la manœuvre industrielle qui est derrière tout ça. Ça aussi, beaucoup de constructeurs de professionnels sont persuadés que l'utilisateur est un benet. Euh, ouais. Moi, je suis des fois benet, mais très souvent, quand même, j'ai une petite lueur. Ça arrive, la lueur. Et on est donc conscient de ces lourdeurs industrielles qui font un peu de temps, mais quand les constructeurs communiquent avec nous qu'effectivement on vous a entendu, on a eu plusieurs retours sur la chose, on vous écoute mais vous êtes le seul, c'est des choses qu'on peut dire, hein. On peut dire voilà, pour l'instant vous êtes le seul, mais on prend note, on fait attention, on regarde, et de dire voilà, on vous a écouté, des améliorations sont en cours, elles viendront par contre sur la série suivante, merci de nous faire confiance, ça c'est une publicité d'enfer. Mais quand tu réponds à tes utilisateurs qu'ils ne savent pas rouler, que de toute façon eux ils cassent tout parce qu'eux n'ont pas 30 ans d'expérience de compétition, quand on voit les compétitions et les gamelles que se mange le véhicule, et qu'on sait que les pilotes de compétition utilisent parfois 3 à 4 véhicules pour finir une saison, petite cannelle au passage, j'y peux rien. Je pense que c'est les couleurs. Honnêtement, Guillaume, c'est les couleurs. C'est le rose, violet, jaune, bleu pâle, là.
c'est les couleurs. C'est psychédélique et ça me fait... Tous ceux qui en savent plus sur cette machine que moi sont cordialement invités à écrire en dessous tout ce qu'ils savent sur la machine. Comme toujours dans toutes mes vidéos, toutes les boulettes qu'il a fait le gros blond sont à signaler en dessous avec une vanne, un râteau, une manchette, une quenelle, ou dans le sérieux le plus absolu, monsieur, je vous prie de croire que vous avez fait ceci, cela, qui n'est pas exact. C'est pas un problème. Tant qu'on se comprend, ça gêne pas, n'est-ce pas? Et je crois que j'ai fait le tour. Donc je remercie encore vraiment sincèrement GVP Racing. C'est le premier fournisseur qui réellement m'a dit tiens, je t'emballe un truc, je te l'envoie, je te file encore une radio avec, tu l'essayes, t'en fais ce que tu veux, tu dis ce que tu penses avec, parce que je veux avoir ton avis sur la question, parce que mon avis essuie aussi, je l'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà ces machines et on pourra nous faire un retour. Tout ce retour d'expérience derrière, avec le point de vue et l'œil du pilote de loisir, c'est-à-dire le sanglochon, aide aussi les professionnels à voir la chose un peu différemment quand ils ont un minimum d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est comme ça. Et un grand bonjour, donc, parce que là on parle de Guillaume, on a un grand bonjour aussi à Jérôme Sartel, Sébastien Bartel et tous nos champions nationaux et internationaux de RC qui mettent ces RC à rude épreuve quand même. Hein. Ça, c'est certain. C'est pas eux qui vont dire le contraire. Salut les mecs. Je m'arrête plus. Il est... Non, stop. Arrête, tais-toi.